204 hospitalisations par jour en moyenne et même 243 samedi dernier, un record en 2021. 1000 patients risquent l'hospitalisation et l'épidémie de Covid-19 n'épargne plus les jeunes. Les cas sont même en forte hausse chez les moins de 20 ans. D'ailleurs, également chez les enfants de moins de 12 ans. À Bruxelles, une dizaine d'écoles sont restées fermées en début de semaine. Quelles mesures utiles et praticables dans l'enseignement ? Bienvenue sur le plateau de Versus. La nouvelle est donc tombée en tout début d'après-midi. Nouvelle fermeture des métiers de contact, nouvelles restrictions pour les commerces et des écoles qui fermeront leurs portes une semaine avant les prochains congés. Pour évoquer cela, 4 invités qui connaissent bien le monde de l'enseignement. Charles Soet, bonjour, vous êtes directeur de l'école Single-Lane, c'est à Schaerbeek, une école secondaire, en tout cas pour la vôtre. Elle a également une antenne en primaire. Véronique Dethier, vous êtes de la FAPEO Bruxelles, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Et puis Conrad van de Weer, vous êtes le directeur communication du CEGEC, le secrétaire général de l'enseignement, secrétariat général de l'enseignement catholique. Avec nous à distance, Anne-Claire Henry, vous êtes gestionnaire de crise pour l'ONE, l'Office de la naissance et de l'enfance. C'est notamment lui qui compile les chiffres de l'épidémie dans les établissements scolaires. Peut-être un premier mot sur la situation dans les écoles et la vôtre, Monsieur Soet. Est-ce que vous avez pu ouvrir ce mercredi ? Est-ce que, avant les annonces du Codeco, vous disiez que vous pourriez rester ouvert ou bien la situation était vraiment tendue dans votre école ? Mais la situation devient tendue, surtout dans mon cas pour les membres du personnel, puisque j'ai un certain nombre d'absentéismes. Maintenant, on a quelques cas de Covid qui se sont déclarés chez les élèves aujourd'hui en matinée. Donc voilà, c'est toujours un peu stressant, mais on a ouvert et on ouvre jusqu'au moment où on doit fermer. Mais donc pour vous, dans votre école, l'épidémie de Covid, c'est du concret, quoi. On le vit au jour le jour. C'est moins concret que chez certains, mais ça a commencé à le devenir, oui. Alors, Conrad van de Weer, dans l'enseignement catholique, ça se passe comment ? Vos écoles, j'imagine certaines font partie de la dizaine qui n'ont pas ouvert ce matin, déjà, en région bruxelloise ? Oui, et donc plus largement, en fait, on a repris nos habitudes donc de sonder les écoles, de voir ce qu'il en était en termes d'absence donc des enseignants et aussi des élèves. Et il y a quand même un cas particulier au fondamental où on voit qu'au secondaire, pour le moment, c'est encore un peu contenu. Mais pour vous donner les chiffres qu'on m'a communiqués ce matin, on a 12% des enseignants absents dans l'enseignement fondamental. La semaine passée, on était à 9,5. Donc on voit quand même que c'est en augmentation. Et alors quand même, le taux d'élèves absents, donc on est à 14,5, presque 15% des élèves absents dans l'enseignement fondamental. Et on était à 10% la semaine dernière. Donc ce sont quand même des chiffres qui attirent notre attention. Il faut savoir que la semaine qui a précédé les vacances de la Toussaint, on était à presque 26,5% des enseignants absents. Et donc là, dans ce genre de situation, ça devient très difficile à organiser une école. Alors, on va venir sur les nouvelles d'aujourd'hui, mais je voudrais qu'on prenne la direction de l'ONE, l'Office de la naissance et de l'enfance, avec Anne-Claire Henry. Madame Henry, voilà, on voit qu'à Bruxelles, en tout cas, les établissements sont concernés par cette épidémie. Une dizaine d'écoles qui sont fermées. Monsieur Van de Weer va donner des chiffres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation en fédération actuellement, vraiment concernant les écoles, et est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs qui se note de manière générale entre les écoles primaires, les écoles secondaires, puisqu'on nous dit que les plus jeunes commencent aussi à être touchés par l'épidémie et que ça se sent dans le monde de l'enseignement ? Alors oui, effectivement, on voit une augmentation dans les cas de cas, notamment dans les écoles primaires. Donc les chiffres que je peux vous donner ici sont toujours ceux de la semaine précédente, puisque vous savez qu'il faut le temps qu'on puisse récolter les infos. Et donc les équipes de promotion de la santé à l'école ont signalé pour la semaine passée 2922 cas Covid à l'école, tout niveau, et je dirais élèves et profs confondus. Et parmi ceux-là, donc 2113 cas sur les 900 000 élèves de l'enseignement fondamental et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc d'abord, première chose, c'est une augmentation de 53% malheureusement par rapport à la semaine précédente. C'est 1000 cas, plus de 1000 cas supplémentaires. Et la semaine passée, l'augmentation du nombre de cas a été la plus marquée parmi les élèves de secondaire, alors que la semaine précédente, c'était justement parmi les élèves de primaire. Donc oui, les enfants de primaire sont touchés, ceux de maternelle aussi, même si c'est dans une moindre proportion. Et cette semaine, ce sont les élèves de secondaire qui ont été un peu plus
touchés que les autres. Alors, on va vous rendre après, Madame Henry, à la crise que vous devez gérer pour l'ONE, mais est-ce que, finalement, on remarque que les courbes de contamination dans les écoles suivent les courbes de contamination dans les régions, ou bien c'est disparate? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser, finalement. Est-ce que, quand ça augmente partout, ça augmente aussi dans les écoles, ou c'est encore différent? Alors, effectivement, donc, il y a une augmentation accélérée. Donc, il y a une augmentation progressive, je veux dire, depuis janvier. Malheureusement, une augmentation accélérée depuis 2 semaines dans les écoles. Mais c'est vrai que c'est important de replacer le fait que l'augmentation, elle est à mettre en lien, elle s'associe à l'augmentation dans la population. Bien qu'effectivement, on constate que pour la semaine passée, l'incidence, donc le nombre de cas par 100 000 personnes, est plus importante en niveau primaire qu'elle ne l'est dans la société en général. Donc le taux d'incidence sur les 14 derniers jours pour les primaires est de 501 pour 100 000 élèves. Et par contre, dans la population, le taux d'incidence est de 422 personnes sur 100 000. Donc oui, augmentation primaire, mais il faut toujours bien replacer, comme vous le dites, dans le contexte. Cette augmentation dans les écoles, elle est associée à l'augmentation dans la société en général. Allez, merci Anne-Claire Henry de l'ONE, l'Office de la naissance et de l'enfance. On vous rend à vos collègues et vous le gérez pour l'ONE cette crise. En tout cas, vous participez à la gestion de la crise. On vous remercie de nous avoir consacré quelques minutes pour participer à ce versus. Face à cette situation, le Codeco s'est réuni une fois de plus et il a annoncé quoi? Écoutez, le Premier ministre. Et puis derrière, les propos qu'on va analyser du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Extrait. À partir de lundi, il n'y aura plus d'enseignement présentiel dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Les écoles maternelles restent bien ouvertes. L'objectif est de réouvrir les écoles à partir du 19 avril. On voit que c'est dans la tranche de 10 à 19 ans qu'on observe le plus grand nombre de contaminations aujourd'hui, contaminations qui souvent sont transmises aux parents et qui ont le risque d'être transmis par exemple aux grands-parents, qui sont souvent les gens qui se retrouvent alors dans les soins intensifs. Une temporisation pendant les vacances de Pâques prolongées devrait nous permettre d'inverser cette tendance. D'ailleurs, c'est une méthode qu'on a déjà utilisée dans le passé. Les vacances d'automne, on les avait prolongées aussi d'une semaine et on avait vu que ça nous a aidé de mieux combattre une situation qui était difficile à ce moment-là. On espère tous que c'est la dernière fois qu'on vient devant vous avec des mesures difficiles, des mesures restrictives et contraignantes et qu'on pourra à l'avenir venir avec des mesures d'assouplissement et de déconfinement. Mais vous allez me dire que est-ce qu'on peut encore être crédible par rapport à cela? Mais ça a été dit, c'est l'évolution du virus, ce sont les variants. Mais si on n'y arrive pas, c'est que les mesures n'ont pas été efficaces ou n'ont pas été respectées. Et donc, j'en appelle aussi à la solidarité de tous nos concitoyens pour faire encore collectivement cet effort ensemble. Ouais, alors je me tourne vers les parents d'élèves. L'information est claire. Même s'ils sont en primaire, ils seront à la maison à partir de la semaine prochaine et pour 3 semaines au moins. Peut-être un petit soulagement pour les maternelles, même si on l'a vu, l'épidémie n'épargne pas les plus jeunes. Alors comment on réagit du côté d'une association de parents comme la FAPEO? Écoutez, les réactions sont évidemment contrastées parce que les parents sont pluriels. Donc il n'y a pas une opinion de parents. Donc on a des parents qui seront soulagés parce qu'ils sont inquiets par rapport à la situation, mais une grande majorité de parents seront désolés de cette situation qui impacte évidemment le bien-être de leurs enfants, parce que rappelons-le, l'école c'est un lieu d'interaction sociale et de socialisation, et ça veut dire que les enfants vont en être privés, en tout cas pendant une semaine où ils n'iront pas à l'école, et peut-être un petit peu aussi pendant les vacances de Pâques. Il faut quand même souligner que tous les enfants n'ont pas accès à des stages pendant les vacances, et donc ça veut dire 3 semaines de nouveau sans interaction, et c'est vraiment très très compliqué, et je dois dire qu'il faut avoir une attention particulière par rapport à des publics plus précarisés qui vont être de nouveau pendant 3 semaines enfermés parfois dans des très petits appartements. Alors je me tourne vers le monde de l'école, le directeur d'école, le responsable de réseau.
une nouvelle semaine qui va être perturbée. On verra s'ils seront des cours en distance, si c'est une simple suppression. Apparemment, tout ça doit encore se discuter. Est-ce que vous êtes pris de court, là, ou bien pas de problème, ça roule, les professeurs sont prêts à basculer en cours en distanciel, en secondaire, en primaire, Conrad Van de Werve et puis M. Soet? Ce serait la solution du possible, hein, bien évidemment. Alors pour l'enseignement secondaire, il y a déjà certaines habitudes, notamment on pense surtout les dernières années qui sont plus habitués à travailler de façon plus autonome. Les 3e et 4e, en général, on leur confiait des tâches à faire pendant les périodes où ils étaient à distance. Donc comment ça va-t-il se passer la semaine prochaine, on verra bien. Et puis alors, c'est clair que pour les premières et 2e secondaires, ça va être un changement. Pour l'enseignement fondamental, il y a une vraie question, parce qu'on sait bien que des enfants comme cela doivent pouvoir être guidés. Tous les parents n'ont pas la même disponibilité pour accompagner leurs enfants. Donc je pense que ce sera la solution du possible. Maintenant, on attend tous des indications de la ministre qui consulte donc les acteurs de l'enseignement. Alors, monsieur le directeur, est-ce que les parents commencent à s'inquiéter du respect des fameux programmes, hein? On est sur une année complète qui a été quand même souvent perturbée avec du distanciel, avec des interruptions. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à sentir dans les apprentissages qu'il y a un décalage par rapport aux objectifs avoués dans la formation, dans l'éducation de nos enfants à l'école? Mais ça fait 1 an que l'école ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Donc il serait illusoire de penser que tout est comme avant. Je pense qu'il y a certains parents qui s'inquiètent, d'autres qui s'inquiètent peut-être moins. Mais l'école, ce n'est pas qu'un lieu d'apprentissage, hein, comme l'a dit Madame de Thiers, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un lieu où on se construit en tant qu'adolescent et en tant qu'enfant. Et ça, je pense que c'est très important quand on passe dans les classes, et j'ai fait le tour de toutes mes classes récemment, en tout cas toutes les classes qui étaient en distanciel, le mot qui revient le plus souvent, c'est qu'ils en ont marre, en fait. Ils en ont assez d'être à la maison. Hein, les ados qui disent on en a marre d'être à la maison. Il y a aussi, comme le disait Madame de Thiers, des gens qui vivent dans des très petits appartements et qui sont en famille, parfois à plusieurs dans ces appartements, et qui doivent tenir le coup. Ça crée aussi des disputes, ça crée de la tension. Donc, Vraiment là-dessus, le désespoir des parents, il n'y a pas eu moyen de s'habituer à gérer les enfants. On se souvient qu'il y a 1 an, quand on était dans le premier confinement, on avait, nous ici, à BX1, beaucoup d'appels à l'aide de parents qui disaient « Mais mon Dieu, on doit se réveiller à 3h du matin pour travailler avant que le petit n'émerge. » 1 an après, on en est où là-dedans? 1 an après, j'ai envie de dire que d'abord, le maternel, le primaire ont été préservés là, pendant toute cette année scolaire, et le 1er degré aussi. Ils ont été imagine ensemble. Que ça a fait du bien. Mais est-ce que voilà, vous avez le retour de parents qui ont effectivement trouver un équilibre? Aujourd'hui, on a surtout des retours des parents, des ados, qui nous disent « Nos enfants ne vont pas bien ». Je dis « Ils n'en peuvent plus ». Et je pense que c'est vraiment un message pour nous qui est essentiel à faire passer aujourd'hui, c'est la santé mentale de ces jeunes. Et ces jeunes, ils doivent se construire en collectif et pas avec leurs parents. Hein. Je veux dire, c'est le moment où on est en confrontation. Donc, le stress par rapport aux apprentissages, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pas la priorité. On est là dans une situation inédite et où la priorité, c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais la priorité, c'est vraiment le bien-être et la santé mentale de ces jeunes. Et donc on n'est pas la course aux apprentissages, la pression scolaire sur les évaluations et les examens. J'ai envie de dire que c'est plutôt le contraire, et les retours des parents, c'est ça suffit, stop à la pression scolaire. Charles Soet, votre école est une école à pédagogie active. Vous avez dû adapter votre pédagogie pendant l'année parce que les conditions sanitaires ne permettaient pas de faire ce pourquoi les parents mettent leurs enfants dans votre école? Ah oui, ça c'est évident que tout le projet pédagogique de l'école, il a été mis à plat, en tout cas pour certaines choses. Nous, on part en voyage scolaire, on part en excursion, on découvre le quartier, on découvre la ville, on fait plein de choses tous ensemble, on a du tutorat, tout ça a été malmené. Donc pour nous... Est-ce que vous avez pu appliquer concrètement, et après on retournera vers l'ONE, mais est-ce que vous avez pu appliquer concrètement, vraiment, toutes les mesures d'hygiène demandées, le masque, les sens giratoires dans les couloirs, etc. Parce que on se dit que ça va quand même pas toujours être facile, notamment avec des adolescents qui sont souvent un peu rebelles, et c'est normal, ça fait partie de leur évolution, d'appliquer tout ça. On voit derrière vous des sanitaires qui sont bloqués. Très honnêtement, est-ce que c'est applicable en pratique? On a fait de notre mieux. Alors les sens giratoires, ça, on n'a pas ça chez nous, mais par contre, il y a du gel hydroalcoolique dans les classes. Maintenant, soyons clairs, on n'est pas derrière chaque élève, et d'ailleurs, on n'a pas forcément envie d'être derrière chaque élève avec un marteau derrière lui pour lui dire tu dois mettre ton masque, tu dois mettre ton masque. Donc, okay, on fait très attention. Je voudrais entendre Anne-Claire Henry là-dessus. Madame Henry, voilà, le PSE, la promotion de la santé à l'école, quels sont les constats que font ces gens quand ils vont sur le terrain? Est-ce que
tout le monde applique les mesures. Est-ce qu'elles sont simplement applicables ? Alors, très honnêtement, ces dernières semaines, en tout cas, on a peu de remontées négatives du terrain. C'est vrai que le début de l'année a sans doute été un peu compliqué. Donc, on sent, comme vient de dire M. Souhait, tout le monde fait de son mieux. Les enseignants, tous les encadrants et les élèves. Ce qu'on constate, par contre, c'est une adhésion moindre de la population aux mesures, notamment en termes de quarantaine et de testing. Et donc, des quarantaines qui ne sont pas poursuivies jusqu'au bout, des testings qui ne sont pas effectués, des enfants qui reviennent peut-être à l'école trop tôt, des enfants ou des adultes. Mais en tout cas, sur les mesures qui sont demandées au sein des écoles, effectivement, dans l'ensemble, on voit que tout le monde fait de son mieux. Alors, je retourne vers le CEGEC et vers le directeur d'école, peut-être vers la FAPEO aussi. Ce que nous dit Madame Henry ici, c'est finalement les écoles respectent mieux les mesures de quarantaine, de distance sociale qu'on ne le fait à la maison. C'est quelque chose que vous avez constaté. Je vois que le directeur Opine du Bonnet, Conrad van der Werf aussi. Les infos qu'on a, les écoles sont assez consciencieuses. Donc, elles ont un interlocuteur qui est le PSE, donc la médecine scolaire. Et donc, ça se fait en bonne collaboration. Donc, les retours sont plutôt positifs à ce stade. Du côté, et quoi, chez les parents, c'est plus difficile Je vais redire la même... Enfin, c'est un peu le même parallèle que je vais faire aujourd'hui. Quand un enfant est en quarantaine ou qu'il a un cas Covid et qu'on demande dans les familles, quand vous téléphonez au tracing, c'est ce qu'on vous dit, installez-vous à 2 étages différents. Donc, je veux dire, à un moment... Tous les parents n'ont pas une maison 4 façades et un jardin et la possibilité de s'isoler. Donc, effectivement, les conditions font que c'est pas partout possible, en fait, de respecter l'isolement et de ne pas être en contact. Donc il y a les limites du possible. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je veux retourner chez Anne-Claire Henry, que j'ai sucré, Madame Henry. On aurait pu faire mieux. Il y a des choses qui n'ont pas été appliquées, faute de moyens, de volonté, de conscience de l'importance que ça avait dans les écoles en matière de prévention, pour éviter justement qu'à un moment donné, elles ne doivent fermer ? Alors, pour éviter qu'elle ne doive fermer, je pense que c'est trop complexe que pour avoir une réponse linéaire à la question. Une des difficultés importantes, je crois, pour les écoles, c'est notamment toutes les mesures d'hygiène. Et effectivement, ce qui est très difficile pour eux aussi, c'est d'éviter les mélanges de classes, d'éviter les mélanges de groupes. Tout le monde n'a pas des espaces énormes pour pouvoir éviter que dans les cours de récréation, les classes se mélangent. Donc, il y a des choses difficiles à appliquer. La volonté est là en tout cas. Alors par rapport au fait d'éviter ou pas les fermetures d'écoles, en tout cas les décisions elles sont prises aujourd'hui, elles sont là, elles sont importantes. Ce qui me semble en tout cas, c'est qu'à la rentrée, si on veut permettre un parcours le mieux possible jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais c'est de faire en sorte que les adultes avant tout respectent les mesures. Et je parle de manière générale dans la société. Donc ici, on a beaucoup centré sur les enfants et sur les jeunes, à raison sur la situation épidémiologique, mais les choses sont dans les mains des adultes. C'est une responsabilité partagée d'éviter que le virus ne continue à se propager. Et donc, c'est vraiment important que les adultes respectent dans leur monde professionnel, dans leurs activités personnelles, dans leurs contacts, les mesures qui sont prises et surtout que les parents puissent bien appliquer les mesures qui sont demandées par les PSE. On fait tester les enfants, on sait que ce n'est pas super agréable, mais c'est fondamental et respecter les temps de quarantaine. Donc moi, j'en appelle vraiment... Merci Anne-Claire Henry pour ce rappel. Bah oui, ce que nous dit l'ONE, c'est à quoi ça sert que les écoles appliquent des protocoles stricts si, à la maison, les parents ne font pas tester leurs enfants, si les parents ne respectent pas toujours les distances sociales, si on reçoit du monde le week-end, etc. Alors, je vois qu'on est moyennement d'accord, ou plutôt pas d'accord. Allez, Conrad van der Werf, et puis M. Souhait, et puis la FAPEO, un petit tour de table là-dessus. Moi, je crois qu'il y a une question qu'on doit aborder à un moment donné, c'est la question de la vaccination. Alors, il y a effectivement eu un signe hier, on a appris que donc le personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé en Wallonie pouvait prétendre donc à avoir les vaccins non utilisés dans le cadre de la programmation. Mais je pense que quasi tous les acteurs de l'enseignement sont d'accord. Ça fait des semaines qu'on demande, en fonction des possibilités évidemment, mais que les personnels de l'enseignement puissent être considérés comme public prioritaire à vacciner, et à commencer par l'enseignement fondamental, puisque comme on le voyait encore dans les différents chiffres, il y a vraiment un problème aigu aussi au niveau de l'enseignement fondamental et du secondaire, mais selon nous, il faut commencer par le maternel, et puis le primaire, et puis ensuite le secondaire. À ce sujet, il y en a un qui va dans le même sens que vous, c'est l'épidémiologiste Emmanuel André, qui disait sur Twitter, ceci je vous propose de le lire, le métier d'enseignant est un métier de contact, de parole, d'accompagnement de tous ces jeunes un peu perdus dans cette crise. Il est urgent de leur proposer le vaccin, car ils sont au carrefour
carrefour de réseaux sociaux intenses et intergénérationnels. Fin d'une longue citation sur Twitter. Vous êtes prêts à faire vacciner vos enseignants? Ils sont prêts à se faire vacciner, monsieur le directeur? C'est pas moi qui vais décider du fait qu'ils sont d'accord ou pas, mais en tous les cas, le message est très clair. Et je me bats pour d'ailleurs. La vaccination des enseignants, c'est indispensable pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup le tweet de monsieur André. Mais nous avons besoin d'enseignants en classe. Et donc, pour que les enseignants soient en classe, il faut qu'ils soient dans la meilleure santé possible. Donc, vous ne pouvez pas imaginer une école sans enseignants. Donc, si vous voulez qu'on puisse accompagner les jeunes, effectivement, du mieux que nous le pouvons, il faut que les profs ne soient pas en quarantaine, il faut qu'ils ne soient pas Covid positifs, il faut qu'ils ne soient pas cas contact. Donc, c'est une priorité. Il faut faire vacciner les enseignants à tout niveau. Est-ce qu'on aurait pu faire plus que ce qu'on a fait dans les écoles? Je reviens avec ma question avant qu'on passe à la conclusion. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus ou pas? À titre personnel, non. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je ne pense pas non plus. Des retours de parents qui disent « mais dans l'école de mes enfants, j'ai l'impression qu'on ne fait pas le maximum, qu'on n'aère pas les classes, que sais-je » non? Oui, ça, évidemment, ça arrive, mais je veux dire, il y a évidemment des cas particuliers qui nous reviennent, mais je pense que les écoles ont fait le maximum et qu'on ne peut pas faire plus, et les parents aussi, parce que ça, j'ai envie de dire que je m'inscris en faux sur ce qui est dit par rapport au fait que les parents ne respecteraient pas chez eux. Je pense que tous les citoyens font ce qu'ils peuvent pour respecter au mieux ces mesures qui pèsent sur tout le monde depuis un an. Donc maintenant, à un moment, notre responsabilité, c'est de dire il faut sortir de cette crise, il faut effectivement donner priorité aux enseignants pour qu'ils soient vaccinés et faire en sorte, notre responsabilité d'adulte, c'est de redonner une vie normale à ces enfants et ces adolescents. Alors les écoles fermeront vendredi, elles n'ouvriront pas avant la fin des congés de Pâques ou de printemps, selon l'expression officielle. Que fera-t-on? Est-on d'ailleurs certain qu'elles ouvriront à ce moment-là? Est-on prêt à d'autres fermetures? Vous avez le temps d'un jingle pour y réfléchir. Alors, monsieur le directeur, l'école Single Lane, elle est prête à ouvrir, mais est-ce qu'elle est prête à refermer si à un moment donné, il y a de nouveau une hausse des cas, un ordre, ou ça vous inquiète? Mais voilà, vous me posez la question de savoir si on est prêt. On est toujours prêt à faire tout ce qu'on nous demande de faire, mais on ne veut certainement pas. Nous, on veut que l'école soit ouverte et on veut que les élèves soient là à 100% en présentiel de la première à la 6e. Mais, du côté des associations de parents, alors chaque parent est différent, mais voilà, qu'est-ce que vous soutiendrez, qu'est-ce que vous demanderez si à un moment donné on dit ça ne peut pas ouvrir le 19 avril, ce sera pour le 27, que sais-je, le 26? Je pense que maintenant il faut donner des précautions d'abord dans les annonces qu'on va faire, donc de se dire soit on est sûr à 100% que les écoles peuvent ouvrir le 19 à 100% en présentiel pour tout le monde, et alors allons-y, mais ne faisons pas marche arrière. Soit on n'en est pas sûr, et donc je pense qu'il faut prendre des précautions par rapport à ça. Mais évidemment, il faut tout faire, en tout cas, pour que les écoles puissent rouvrir en 100% présentiel le 19 avril. Les fameuses perspectives, c'est ce qu'on attend aussi du côté de l'enseignement catholique, Conrad van der Werf. Mais effectivement, il faut tout faire pour que cette rentrée puisse avoir lieu donc le 19 avril. Et puis aussi, on sait qu'on est en période de crise, mais il faut prévenir le plus vite possible, évidemment, les acteurs. On ne se rend pas compte ce que c'est de basculer d'un système à l'autre. Ici, la période va vraiment être très, très courte. Et donc, c'est parfois difficilement réalisable. Et de nouveau, les acteurs sont mobilisés, mettront beaucoup de bonne volonté, mais il faut bien se rendre compte que tout le monde s'est investi depuis des mois. Et j'en profite aussi pour remercier vraiment l'engagement de tous les acteurs sur le terrain, tant les enseignants que les directions, qui se retroussent les manches d'une façon assez incroyable. Si on reprend l'école le 19 avril, quel sera le temps qui restera vraiment pour apprendre des choses? Parce qu'il va y avoir des examens de fin d'année, ça prend du temps, il y aura des délibés. Combien de temps finalement il restera pour vraiment avoir école à l'école ou en distance, Madame De Thiers? J'ai envie de dire, il y aura des examens. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut réfléchir justement à ces 4 semaines en juin qui sont consacrées uniquement à des examens, des délibés ou des révisions, ces 4 semaines pleines, peut-être qu'il faut songer à revoir la fin d'année. Conrad van der Werf. Mais aussi le ciblage des apprentissages. D'ailleurs, c'est une dynamique qui a été mise en place au début de l'année scolaire. Il y a des essentiels qui ont été pointés. L'idée, ce n'est pas de se disperser dans tous les chapitres, mais vraiment de pointer les essentiels. Et si évaluation il y a, il faut qu'elle ait un but précis. En tout cas, nous, c'est la position qu'on défend, c'est d'avoir un peu un rôle de pouvoir situer l'élève dans son parcours. Où se situe l'élève, et c'est un indicateur qui peut ensuite servir aux équipes éducatives. Et nous, c'est dans cet esprit-là qu'on a maintenu les évaluations, je vais dire,
dire, réseau, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé à ce stade de maintenir le CEB. Alors on retournera très vite chez Monsieur Soé, mais je voudrais réentendre Madame Henry. Là-dessus, voilà, en quelques secondes, votre conclusion sur cet échange. J'imagine, vous nous direz, tout le monde fait son maximum. Est-ce qu'on peut faire encore un peu plus? Est-ce qu'on peut encore se permettre d'être bousculé après les vacances de Pâques? Ou bien à un moment donné, il faudra tenir, quoi qu'il en soit, je dirais? Oui, je pense qu'effectivement, il faudra tenir et c'est important qu'on ne reconnaisse pas, qu'on ne vive pas de nouveau une situation comme aujourd'hui. Je crois que les 3 semaines qui viennent sont indispensables et je voudrais bien me faire comprendre, quand je parlais de respect des mesures, je pense qu'il est important de soutenir les parents dans ce respect des mesures et que c'est aussi une question d'information et de communication. Donc mon propos n'était pas du tout de dire que les parents ne respectaient pas, mais on sent qu'il y a des problèmes d'adhésion, de compréhension et donc il est important de soutenir aussi les adultes dans le suivi des mesures maintenant. Je pense vraiment que les 3 semaines qui viennent sont décisives. Merci Madame Henry pour votre participation à distance. Voilà, Monsieur Soé, le 19, vous misez sur une reprise, vous pensez que tout sera là et ce sera une fin d'année. Comment vous la qualifieriez? Moi, je ne suis plus sûr de rien. Ce qui est des évaluations, écoutez, on verra en fonction. C'est pas la priorité pour le moment. Mais bon, ça, c'est peut-être notre école qui est un petit peu différente de certaines autres, mais nous, on n'a pas des longues sessions d'examen non plus. Maintenant, je crois que la fin d'année s'annonce compliquée parce qu'on va récupérer, on l'espère... Compliqué, ce sera le mot de la fin. Ouais. Désolé, mais le temps nous est compté. C'est comme une leçon à l'école. Hein. Quand la cloche a sonné, il faut terminer. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre versus, d'autres invités et beaucoup de questions encore une fois.